Bonjour à Carole, Diane et Franck. Bonjour à Salut vous trois. Mathieu. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, on est tous réunis et d'ailleurs, certains sont contents de revoir Diane parce que ça m'a été demandé justement aujourd'hui et que ça fait un petit moment. Pour faire une enquête justement sur un sujet qui a été demandé dans les commentaires, qu'il s'agit de Nikola Tesla. Alors pour information, j'avais déjà fait une enquête sur Nikola Tesla il y a de cela pas mal de temps, même des années, et ça avait été très intéressant. Et juste pour pas revenir sur les sujets qui avaient été abordés, on avait juste vu qu'il était venu s'incarner sur Terre pour amener des technologies de là d'où il venait, et que des forces finalement s'étaient opposées et avaient volé, détruit toutes ses recherches, et que finalement toutes ces inventions avaient plus ou moins été détournées pour servir de mauvaises causes. Maintenant, j'ai plein de questions qui m'ont justement été demandées par la communauté, et j'aimerais que, alors c'est déjà fait, vous êtes déjà en face de Nikola Tesla, ou même plusieurs dimensionnalités. On va plutôt le dire comme cela, car effectivement, vous l'avez sous plusieurs aspects, et on s'est bien assuré que vous n'avez aucune pollution, et que nous sommes bien avec Nikola Tesla. Alors justement, comment le voyez-vous? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne personne? Qui veut prendre la parole? On va commencer avec Diane. Bah, moi, l'ADN correspond. Donc, Mm-hmm. ça me dit, l'ADN correspond. Je vois un être très lumineux. D'accord. Bienveillant. C'est D'accord. clair qu'il ne ressemble pas à ce que j'avais vu la première fois que je l'avais vu en enquête. C'est l'image d'un être humain normal, quoi. Donc, j'ai accès à Est-ce ça. qu'il est d'accord pour répondre à nos questions aujourd'hui? Bien sûr. D'accord. Carole, est-ce que tu nous vois tous les quatre réunis autour de lui? Oui. Oui. Tout à fait. D'accord. Alors, déjà, est-ce qu'il a quelque chose à nous dire avant même que je commence certaines questions? Je pense qu'il est plutôt, il est à l'attente de la question et puis on lui répond. D'accord. Très bien. Ce qui revient le plus souvent, c'est justement sur l'énergie libre. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire, justement, restant très ouvert sur les possibilités, sur l'énergie libre? Est-ce qu'il peut nous montrer déjà ce qu'il avait mis en place de son vivant? Alors c'est sur le principe des... Alors, ce que j'en vois, c'est sur le principe comment on appelle ça, de l'attraction, comment ça s'appelle déjà, les magnets en anglais, les aimants. Les aimants. Ouais. Les aimants. Mm-hmm. Et l'attraction des aimants et de la terre, mais après, c'est un peu... Est-ce que Diane et Franck, vous avez des informations justement sur le fonctionnement de cette énergie libre? Moi, ce que je vois, c'est qu'il avait la capacité de voir les énergies. Mm-hmm. C'est comme s'il était, lui, dans une autre dimension au moment où il était de son vivant. Et donc, il l'observait, si tu veux, ces filaments énergétiques qui se baladaient devant lui. Et il s'amusait. Il s'amusait à voir qu'est-ce qu'il les créait, les mouvements, etc. Et jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il y avait des choses qui pouvaient les attirer, Tu sais, le principe, des fois, je crois qu'on fait des fois des exercices, des exercices en yoga ou je ne sais quoi, enfin des trucs où, tu sais, on imagine une boule d'énergie entre les mains et qu'on la fait grossir en faisant des mouvements avec les mains comme ça. Et ben, c'est exactement ce qu'il faisait, mais lui, il le voyait. Voilà, donc ceux qui ont un peu d'entraînement peuvent ressentir la boule de lumière qui grossit, qui s'expand. Bah, lui, il le faisait comme ça. Et donc, il a compris que on pouvait collecter, concentrer de l'énergie et c'était gratuit. Voilà, c'est tout. Et il a juste mis en place un système adapté à... Il a cherché les éléments qu'il fallait pour pouvoir attirer à lui cette énergie et la restituer dans une forme de concentration. Oui, pardon. Franck? Ce que je crois comprendre, c'est que il se base sur le principe du déplacement des électrons
C'est-à-dire que dans chaque particule, que ce soit dans l'air, dans la terre, tout est constitué d'atomes. Et dans ces atomes, il y a des électrons. Et il peut les faire transiter d'un atome à l'autre. Et donc, il profite de ce principe-là pour, comme l'électricité, du coup, ça devient un conducteur électrique. Tout matériau peut devenir un conducteur électrique, y compris dans la Terre. Et donc, ce que je vois, c'est que il peut, au travers de ce déplacement, ça crée un flux. Et donc, par exemple, si on arrivait à mettre une bille matérielle dans ce flux d'énergie, elle serait transportée à la vitesse du déplacement de l'électron. D'accord. C'est un peu le principe effectivement, je vois la polarité de l'aimant. Voilà, je vois. C'est pour ça l'aimant. C'est le mouvement. La base est le mouvement. Il avait cette connaissance et déjà cette conscience du mouvement, que tout est mouvement. Et en conscientisant que tout est mouvement, il a mis en ses expériences en fait en création. D'accord. Donc il a matérialisé ce qu'il voyait. Matérialisé, voilà. Très très bien. Est-ce que justement ce système d'énergie libre a été mis en place? Est-ce qu'il a réussi à le concrétiser, son projet, dans la matière? Est-ce que vous avez un oui ou un non? Moi, j'ai un non. Non? D'accord. Pourquoi? C'est comme si tout avait toujours été détruit. D'accord. Justement, il avait une très grande antenne qu'il avait créée et il y a eu un incendie qui avait détruit justement. Ouais, il a expérimenté, mais toutes ces expériences ont été détruites. Est-ce que secrètement, ce principe de l'énergie libre a été développé sur Terre par d'autres personnes que lui? Vous avez un oui ou un non? Il me dit oui. Et il me montre, tu sais, la machine, quand on divise une cellule et qu'on la met à l'autre bout, c'est le principe de la physique quantique. Ouais. Quand l'une il montre réagit, ça, il me l'autre dit, voilà. Il a dit, tu vois, regarde, d'autres ont trouvé, l'ont mis, comment dire, ils ont utilisé une autre approche que de dire c'est libre et c'est gratuit. Parce qu'à partir du moment où tu dis c'est libre et c'est gratuit, on va se liguer contre toi parce que tu peux plus faire travailler ceux qui gagnent beaucoup d'argent en vendant l'énergie. Donc, les chercheurs, ils ont compris qu'il fallait, si tu voulais aboutir au niveau de tes recherches et de ton travail, ils devaient utiliser d'autres arguments. D'accord. Voilà. Et donc, la physique quantique, c'est quelque chose qui est tellement, comment dire, qui semble tellement complexe, qui ne semble pas accessible au commun des mortels. Et du coup, c'est toléré, c'est autorisé. Mais le principe reste le même. Et c'est comme si pour que quelque chose fonctionne au niveau scientifique, il fallait pas alerter ceux qui tiennent l'argent, quoi. Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui tiennent l'argent. C'est comme s'il fallait camoufler ses expériences et tout d'un coup dire oh bah tiens, j'ai fait une machine qui fait du popcorn, je dis n'importe quoi, mais voilà. Et en fin de compte, ça va se servir comme un véhicule de déplacement. D'accord. C'est juste, ça paraît fou, juste l'image d'une machine qui fait du popcorn, mais c'est comme si tu prends un grain de maïs, tu le fais exploser et ça donne du popcorn. Le principe c'est on fait un aliment, voilà, on crée une friandise, je ne sais quoi. Là c'est utiliser ces idées, ces expériences pour les camoufler sous d'autres choses pour qu'elles puissent arriver, si tu veux. Pour qu'elle puisse se matérialiser.
Donc ça veut dire que toutes ces recherches ont été récupérées mais jamais utilisées. Non, Est-ce que justement... si, bien sûr. Si, ça a été D'accord, parce utilisé. que c'était justement ma question. Si ça a été utilisé, par qui et comment? Oui, voler les militaires. Mhm. Y a-t-il des technologies en ce moment même qui sont utilisées, qui viennent de Tesla, pour quelque chose en particulier? Ça me dit oui, ça me dit les sous-marins. Mhm. Ah oui, voilà, tu vois, c'est parce que c'est pas visible. C'est D'accord. sonore. Ah oui, c'est fréquentiel. C'est une technologie qui n'est pas En fait, c'est comme si je voyais que c'est du top secret en fait. Oui. Mhm. C'est des choses qui sont même dans les militaires, tout le monde n'a pas cette conscience. En fait, c'est un certain niveau. Ça concerne en fait une branche militaire qui a la connaissance scientifique, mais Ça me dit la NASA. Peut-être la NASA, ouais. Ça me dit la téléportation, ce qu'on appellerait la téléportation. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il a à te dire justement sur la téléportation? Portail Parce vers qu'en fait, d'autres mondes. on peut dématérialiser quelque chose, le transporter au travers d'un déplacement d'électrons, que ce soit dans l'air ou dans la Terre, et le rematérialiser ailleurs. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a réussi à aborder dans ses recherches de son vivant? En tout cas, il avait le concept, il avait le principe. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a élaboré sans pouvoir mettre en pratique et qui derrière, vu qu'on a pris ses recherches, a été utilisé? Ça fonctionne. Alors moi, je vois des trucs trop bizarres. En fait, l'histoire de la téléportation, c'est comme d'abord on m'avait montré une sorte de grand, tu sais, tu vois des militaires, il y a plusieurs grades, comme disait Carole, il y a plusieurs niveaux. C'est souterrain et il y a des grandes pièces et c'est comme si tu suivais seulement certaines personnes, t'arrivais dans un truc immense, et ben il y a rien ou 3 fois rien. Et ce 3 fois rien, tac. Bah effectivement, ça fait comme Franck disait, ce portail de téléportation. Et ça, c'est vraiment très accessible à très peu de personnes. Et ce que je vois, c'est que quand il a créé ces choses, en fait, lui, il avait déjà tous les plans dans sa tête. Et quand il créait quelque chose et qu'il mettait ça sur des plans, après il allait se coucher, il dormait, il y avait un système d'interférence qui venait, qui lui brouillait les pistes à lui aussi, parce qu'il était aussi incarné. Et donc c'est comme s'ils avaient utilisé un brouilleur sur sa pensée, et le lendemain il met plus d'ordre dans ce qu'il a fait. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Alors pour moi ça parle tout à fait, c'est-à-dire qu'il se faisait interférer, comme on peut le voir dans les sessions clients, et justement pour le limiter dans ses recherches et dans toutes les connaissances qu'il pouvait amener. D'accord. Donc sur le plan physique, on cassait ou on détruisait ce qu'il pouvait mettre en place, mais aussi dans ses idées, on essayait de mettre un peu de... D'accord. C'est très clair. Que voyez-vous d'autre? Avant que je vous pose d'autres questions, peut-être ça vient de soi-même. Peut-être juste par rapport à ces portails, est-ce qu'ils ont été mis en pratique? Est-ce qu'aujourd'hui il existe des portails créés par les humains ou les militaires et qui sont utilisés? Est-ce que vous avez un oui ou un non? Moi j'ai un oui. Ouais. D'accord. Il n'y a pas que des militaires, il y a aussi il y a des entités qui ne sont pas humaines. D'accord. Sauf que les entités qui ne sont pas humaines, peut-être ont déjà la technologie pour faire ce genre de choses. Et elles attendaient juste que ce soit mis en place sur Terre pour pouvoir venir. C'est tout. D'accord. C'est très clair. Pour pouvoir se matérialiser. Très très bien. Ok. Y a-t-il d'autres choses qu'il aimerait nous montrer? Alors je vois ça, moi je vois la téléportation comme si en fait il y avait une espèce de porte en forme de demi-cercle et que c'était un plan qui est presque d'eau, tu vois, et c'est en fait les électrons
nos électrons qui sont densifiés, qui sont dématérialisés et on se retrouve ailleurs. Comme si on passait en fait un espèce de voile de radar, enfin, qui nous dématérialise et on se retrouve à un autre lieu. S'il est possible d'aller sur un autre endroit de la Terre, est-il aussi possible d'avancer dans le temps ? Sur d'autres lignes du temps. D'accord. Ok. Par contre, le truc que je vois, c'est qu'il faut quand même, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un générateur et un récepteur. Il ne faut pas se téléporter comme ça. Ouais, bien sûr. Il faut un endroit d'où on part et un endroit où on arrive. Un endroit où on arrive. Alors, est-ce que ça fonctionne un peu comme la porte des étoiles, le Stargate, ce que l'on a déjà pu voir en fiction, dans des films ? Ouais, mais oui, si on le transpose en image, ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Ouais. C'est vrai que il doit y avoir un endroit, mais il y a aussi des endroits, c'est des hauts lieux telluriques qui peuvent servir également de portail. C'est ça. D'accord. Il y a des points particuliers de la Terre, par exemple, qui sont des portes interstellaires. Ah ouais. Bah, tu sais quoi, ça me ramène à Stone Age. C'est marrant. Moi, je suis dans une cathédrale et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y en a qui ont fait des mauvaises expériences. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont partis, ils ne sont jamais revenus. Est-ce que tu as un nom de quelqu'un que l'on pourrait connaître ? Je vois juste des scientifiques avec des crayons, des stylos, des trucs, c'est des pronotés. Qui croient avoir fait le tour de la question et qui ont bien mis leurs paramètres et tout ça. Sauf que ça les a envoyés dans des dimensions. Dans d'autres dimensions. C'est comme si l'ajustement, le mouvement tellurique a fait qu'il y a eu un déplacement du portail. Et tu sais, le portail qu'eux, ils ont mis en place, c'est confondu avec un point tellurique. Et donc, ils sont atterris dans ce trou dimensionnel et ils ont été projetés ailleurs. Et donc, ils n'ont pas la capacité de revenir. Ok, il me montre, c'est comme la radio en fait, où des fois tu captes une radio et puis d'un coup tu captes une autre radio le temps d'une dizaine de secondes et puis. Ok, très très bien. Par contre, les entités peuvent commencent à venir et apparemment je sens qu'elles créent même des peurs par rapport à ceux qui ont mis ces choses en place. C'est comme s'il y avait une sorte de soumission. Du coup, parce que on les oblige à accélérer le travail. D'accord. Parce qu'effectivement, si on l'ouvre dans un sens, ça l'ouvre dans l'autre sens. Et si ça a accès sur d'autres dimensions, peut-être que certaines entités auraient tout intérêt, justement, que les humains commencent à ouvrir des portails. Sauf que pour rassurer les émotions qui peuvent nous arriver, ça me dit que l'environnement planétaire n'est pas accessible à ces êtres. C'est comme s'ils arrivent à entrer dans le champ, mais ils n'arrivent pas à y vivre, ils n'arrivent pas à y rester. C'est-à-dire à partir du moment où ils sortent de cette grosse pièce dans laquelle ils entrent, ils peuvent pas passer ailleurs, si tu veux. Il n'y a pas l'atmosphère qui leur convienne. Donc c'est là qu'ils sont en train de bousculer les chercheurs pour qu'ils puissent accéder à notre espace. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez quelqu'un qui aurait réussi à justement utiliser les couloirs du temps pour aller dans le futur ou dans le passé ? Est-ce qu'il vous montre quelqu'un ? Si vous n'avez personne, on va passer à un autre sujet, c'est pas grave. En sortie de corps. D'accord. Mais physiquement, ce n'est pas possible. En état de modifié de conscience. D'accord. Carole ? C'est fait, hein. Ça, ils le font, ça. Ils le font. En tous les cas, la branche de militaires le font. D'accord.
Ok. Bon, ça méritera peut-être un sujet par la suite. Ouais, mais ça me dit qu'ils ont des règles très strictes. Ce que ça me montre, ça me dit que au triangle des Bermudes, c'est une zone test. Qu'ils peuvent, sans que par exemple un avion qui passe, sans qu'ils le sachent, ils peuvent très bien l'envoyer quelque part. Mm-hmm. Est-ce que c'est justement parce que c'est un endroit tellurique ? Oui, en fait, ça m'est apparu quand justement Diane en a parlé de ça. Ça m'a montré cet endroit. Et j'ai vraiment l'impression que du coup, ça fait référence aux lignes de temps dont tu parlais. C'est-à-dire que ça peut envoyer quelque chose, quelqu'un, sans qu'il le sache, sur une autre ligne de temps. Et il continue son chemin, mais sans même lui être conscient qu'il est ailleurs. Qu'il a changé d'endroit. D'accord. Très intéressant. Ok, d'où l'effet Mandela pour ceux qui ont regardé l'enquête où des groupes de personnes, même la moitié d'une population, peut avoir vécu quelque chose et l'autre moitié quelque chose d'autre. Ok, très très bien. A-t-il quelque chose à nous dire sur des technologies pour guérir le corps ? Se connaître. D'accord. Mais est-ce qu'il a mis en place, par exemple, des machines pour guérir le corps ? Moi, ça me renvoie aux Pléiadiens. Je sais pas pourquoi. Technologie. Ouais, ça me renvoie aux Pléiades. Est-ce que c'est lui qui te montre ? J'ai tout de suite en fait Accès à l'information. l'accès, ouais. Là, c'est les Pléiadiens. Je dis que c'est une technologie pléiadienne. Alors oui, a posteriori, là, il a créé quelque chose. D'accord. À quoi ça pouvait servir ? Régénération des cellules, des cellules du corps. Ouais, mais moi c'était pas abouti, d'après ce que j'en comprends. C'est parce qu'il avait une telle excitation de faire ce qu'il faisait dans d'autres domaines qu'il s'est même lui-même négligé. Tu sais, c'est comme tous les chercheurs ou les scientifiques qui sont survoltés par leur trouvaille. Ils sont tous dans l'extérieur. Et du coup, il n'y a pas cette conscience de soi où la conscience de soi, elle est relative. Et quand il a eu des alertes, il a créé il a créé ce truc pour que cette machine, on va dire, lui, c'est comme s'il passait dans un stabilisateur. D'accord. Comme si le vieillissement n'avait pas de l'oxydation cellulaire. Ça agit sur l'oxydation cellulaire. C'est comme si ce qui était oxydé, ça ne l'était plus. Après, c'est comme je passe un portail, je passe comme une douche ou un bain, ou je prends un bain ou un truc comme ça. C'est de cette énergie-là, et ça enlève l'oxydation du corps. L'oxydation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Ça régénère, là c'est ce que Carole a dit, ça régénère la cellule oxydée. Alors je veux bien, mais si dans la pratique, comment c'est une question d'inversion de polarité. D'accord. C'est ce que je vois. C'est comme s'il avait une sorte tu sais là, quand la cellule elle s'oxyde, elle vieillit, c'est un ralenti, une dégénérescence par rapport au temps, par rapport à différentes énergies. Et lui, ce qu'il fait dans sa machine, c'est comme s'il avait fait une inversion. Ouais, donc il fait remonter le temps à sa cellule. Ok. C'est comme si le mécanisme de vieillissement est complètement inversé. Bon, alors je vais pas te dire qu'on devient adulte et puis qu'on devient enfant après, mais c'est en fait c'est comme si quand on arrive à un certain, c'est comme si la machine permettait de régénérer la cellule. C'est plus on détruit, tu vois, c'est plus
la décomposition, mais c'est la reconstruction. C'est ça. Est-ce que on peut avoir donc ça c'est de comment cette machine donc elle agit, ça on vient de comprendre, mais quel est le fonctionnement pour avoir justement une machine de ce genre-là? Est-ce qu'il peut nous C'est dire une inversion de polarité, ça c'est la seule chose que moi, comme j'y comprends rien en technologie, alors on va demander à quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux. Franck, s'il te plaît, Franck. au boulot. C'est à toi d'observer la machine qui va ça. J'ai pas l'information. Il n'a pas pris sa caisse à outils pour aujourd'hui. En fait, si tu veux, c'est comme si tu passes dans une machine tunnel et que ça te scanne. Ça scanne, mais au lieu de comment dire, je sais pas si en plus on peut dire ça comme ça, parce que le scan, le fonctionnement du scan, c'est l'IRM. C'est l'IRM, c'est comme l'IRM. Ouais. C'est le même principe que l'IRM qui balaye toutes les couches. Et en balayant toutes les couches, ça réactive, parce que la cellule oxydée, elle est comme en mode je m'endors, je m'arrête, et lui, il redonne un coup d'énergie dedans. Et donc, elle se regonfle, il remet la vie dans, il utilise l'énergie, c'est toujours le même principe, c'est l'énergie qui est dans l'air, et il l'utilise, et ça fait comme une sorte de concentration, ça remet de la vie partout. Mais alors ce qui me disait depuis un petit moment, c'est que ça a aussi des impacts sur. C'est pour ça qu'il disait au début, connais-toi, il faut se connaître. Si par exemple tu as quelque chose qui est malade, ça peut accélérer aussi la maladie. En fait, c'est comme si je voyais que le rayonnement réactive le feu de tes électrons. Tu vois? Donc en fait, il y a effectivement quelque chose en rapport avec la connaissance de qui on est, parce que ça peut consumer, comme ça peut faire l'effet inverse, régénérer. D'accord. Au final, c'est intéressant parce que c'est comme pour l'électricité. C'est finalement une antenne qui vient attraper l'électricité ambiante. Et là, finalement, ce serait comme attraper, on pourrait peut-être l'appeler le prana, qui est dans l'air ambiant, pour te le diffuser sur toi. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme les graines. Les graines, faut leur verser de l'eau pour qu'elles puissent éclater, grandir. Ça fait exactement la même chose. Je vois ça vraiment comme ça nourrit la cellule, ça régénère la cellule. C'est ça. Mais toutes les graines ne sont pas. C'est comme si il faut que l'information de ta cellule soit consciente. Très très bien, très intéressant. D'accord avec toi. Allez, on passe sur autre chose. Avait-il des connaissances par rapport à l'antigravité? Moi, ça me dit oui. D'accord. Qu'est-ce que tu vois? Je pourrais pas te répondre puisqu'il faut d'abord que je lui montre qu'il me montre parce que je sais pas ce que c'est, donc ça me dit juste oui. C'est le contraire de la loi d'attraction, c'est ça? Alors attends. Regarde. Alors là, c'est une histoire d'aimant aussi, hein. L'attraction. Répulsion. C'est toujours une inversion de polarité. C'est comme si tu retournais l'aimant. Tu le mettais dans l'autre sens. Voilà, moi je simplifie parce que j'y connais vraiment rien, mais c'est comme si je voyais un gros aimant et qu'il le retournait et que ça repoussait. Après, je pense qu'il montre les choses en fonction des capacités du télépathe de comprendre ce qu'il lui montre. Voilà, je nous vois Diane, on est avec des gros aimants là, on est en train de s'amuser toutes les deux là, attraction, pouf, répulsion. Il est bienveillant quand même, ce Tesla. Franchement, il est sympa d'essayer de nous faire comprendre ce qui se passe. Parce que c'est avec notre niveau technologique. Je vois juste ce gros machin. Il peut mettre un objet ou quelqu'un. Alors, je comprends pas trop le système, mais c'est comme s'il l'enveloppait d'une cage qui crée à l'intérieur, toujours par un déplacement d'électrons, comme du vide. Et
Et l'objet se retrouve donc comme dans le vide et n'est plus soumis à l'attraction terrestre. Ah là, il c'est comme s'il pouvait flotter dans cette, il pouvait flotter dans cette cage parce que il ne sent plus, il est coupé de la force d'attraction. D'accord. Ok. Très intéressant. Est-ce que ce genre de technologie a été utilisé pour l'armée ? Moi, j'ai tout, hein. Tout a été utilisé. Donc, c'est-à-dire, peu importe ce qu'il a trouvé, à chaque fois, nous, on va chercher dans le bon côté, c'est-à-dire l'énergie libre, la guérison, mais ça veut dire que peut-être la guérison, c'est la même chose. C'est ça. Et en fait, ils ont même continué. Ils ont utilisé aussi des bases pour pouvoir créer d'autres choses. D'accord. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Oui, ou Franck ? Non, j'avais comme info qu'ils ont fait des simulateurs. Des simulateurs d'antigravité, en fait. D'accord. Donc ça veut dire encore une fois, comme on avait vu tout à l'heure, tout cela est caché. C'est-à-dire que ceux qui veulent faire de l'antigravité ou vont dans des avions qui montent très haut et qui chutent. Et cela, il n'y a pas de problème, mais peut-être ils ont d'autres technologies pour simuler l'antigravité. Ils ont toutes les technologies. Ouais. D'accord. Et tout ça, c'est fait sous terre. À chaque fois, ouais. Comme, je sais plus qui c'est qui disait que il y a plein de trucs qui se font sous la terre. Il y a des bases souterraines. D'accord. Ils ont toutes les technologies. Ils ont tout utilisé. Ils ont tout fait aboutir. C'est-à-dire que lui, il était avec son tout seul. Voilà, il a dû mettre en place des choses tout seul, on lui a tout volé, on lui a brouillé ses trucs, et donc il avait un travail encore plus considérable parce que le lendemain, il devait tout reprendre de A à Z. Tu vois, tous ces plans, parce qu'il n'arrivait jamais à terminer, si tu veux, et comme la nuit, il oubliait ou il se passait des choses, donc il devait tout reprendre, ça lui créait une sorte de fatigue. C'est pour ça qu'il a fait la machine là pour se régénérer. Mais il me dit que c'est tout aidé et tout a abouti parce qu'il y a les moyens technologiques. Il y a eu tous les moyens technologiques pour pouvoir faire aboutir ces expériences, et il y en a même qui ont été au-delà. D'accord. Parce que l'intention n'était pas la même. Lui, il était juste dans le comme un enfant. Ouais. Il était comme un enfant à vouloir donner et transmettre. Bienveillance. Ouais, la bienveillance, hein. C'était quelqu'un, un scientifique de cœur, tu vois, mais pas il n'avait pas le sens de la corruption. Non, il a souffert beaucoup de ça après. Ouais. Très bien. Maintenant, j'aimerais qu'il nous parle un peu des chiffres. Il avait une obsession pour les chiffres, notamment le 3, le 6 et le 9. Est-ce qu'il peut vous expliquer justement ce qu'il en est avec les chiffres ? C'est comme s'il il jonglait avec 3 boules où sur chaque boule il y avait le chiffre. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Tu sais, c'est comme il fait comme ça. Il fait comme un jongleur. Alors, est-ce qu'il peut nous expliquer, de son point de vue, quel est l'intérêt justement de savoir comment utiliser ces chiffres ? Alors, j'ai émetteur, récepteur, canalisateur. Après, ça me fait comme un triangle en fait. Est-ce que c'est dans l'ordre que je te donnais, 3, 6, 9 ? Bah oui, parce que c'est comme si en fait c'était une base et puis qui continue. C'est comme si c'est quantique. Tu sais ? C'est que ça donc pourrait ça fait être un triangle. Ouais. Okay. Bon, moi, il me dit que tout ça n'a plus lieu d'être. Pourquoi ? Parce que et je sens une pression au niveau de mon cœur. C'est parce que ce qui fera la différence, c'est l'intention qui vient du cœur. Il a dit tu auras toutes les technologies du monde. Si ton cœur ne jongle pas avec les chiffres, tu n'obtiendras pas le résultat escompté. Donc c'est comme par rapport à... Je comprends rien. Je te redis ce que j'entends.
avec l'information qu'en était pour la guérison du corps, l'intention de l'utilisation par exemple des chiffres, j'imagine que ça vaut pour tout, va être importante. Ouais, parce que je vois ce que ça fait comme, tu sais l'histoire de la 3D, par exemple, tu vois un truc plat, tu dessines un triangle, par exemple. Tu dessines un triangle, c'est plat, ok, sur une feuille. Et tout d'un coup, ce triangle, comme s'il se dédoublait, puis autrement, ça faisait, en fait, la pyramide. Et que tout d'un coup, ce truc, il se met à osciller, et alors à tourner, et le mouvement que tu lui donnes, celui-là, il est fait avec le cœur. D'accord. Donc c'est-à-dire que comme si avec ces numéros on pouvait matérialiser quelque chose, en tout cas faire apparaître quelque chose, mais que l'intention après dépend de notre cœur. Est-ce que Carole, c'est quelque chose que tu vois aussi ? En fait, ce que je voyais, c'est que au départ, c'était vraiment 3 points et qui continuent en fait. Hein, c'est comme si ça fait une spirale. Et ça devient une spirale, exactement. D'accord. C'est une forme géométrique de base qui, avec le mouvement rapide, devient spirale. Et cette spirale, avec l'intention, peut devenir involutive ou évolutive. Ou explosé. D'accord. Très très bien. Est-ce qu'il aurait... Et du coup, devenir une arme. Et devenir un rayon. Ouais. Et là, j'ai mal. Et il s'en veut. Et il s'en veut. Parce que ça a été réutilisé. Tu vois, j'ai pas trop suivi le BINS, je sais pas trop comment il procède, mais c'est clair que là, c'est comme si vraiment il y a encore quelque chose de pas guéri là-dedans, ou comme si c'est dit, on n'était pas prêt, l'humanité n'était pas prête à recevoir tout ça, et ils l'ont utilisé, ils sont fait utiliser. Ouais. D'accord. Justement, est-ce que ces rayons, est-ce que du coup ça devient un rayon, est-ce que ça a été utilisé par, on a déjà la réponse, par les militaires ? Ah, là, c'est un gros drame, là. C'est vraiment une grosse... Il est pas bien, là. Alors, quelles sont les conséquences de... Jusqu'où ça peut aller dans la matière d'utiliser ce rayon ? Désintégration. Désintégration du noyau de l'atome total. D'accord. C'est comme si c'était atomique, c'est explosif. Mais il n'y a plus de régénération possible. C'est comme si c'était tellement puissant. La destruction. Est-ce que c'est encore plus puissant qu'une explosion atomique ? Nucléaire. C'est nucléaire. D'accord. Est-ce que des avions, des sous-marins sont équipés de cette technologie ? Oui. Est-ce que ça a déjà été utilisé ? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un exemple en particulier ? Et les répercussions dans les fonds marins. Et après, on vient nous dire c'est la pollution. Je vais trop vite peut-être dans ce que je dis. Non, c'est intéressant, vas-y, dis-moi. Je vois que ils envoient ce truc en test, comme s'ils voulaient faire sauter un rocher qui était dans le chemin. Alors le sous-marin, il arrive, il a une grosse paroi rocheuse, il envoie le rayon, ça fait tout exploser, disparaît, ça dissout la matière. Mais ça crée une sorte de rayonnement. Et ce rayonnement, il tue la vie. D'accord. Des fonds sous-marins. Est-ce que ça a été utilisé pour un événement que tout le monde pourrait avoir conscience ? J'ai pas accès à cette information. D'accord. Ok. On va se déconnecter de cela. On revient avec lui sur des fréquences un peu plus hautes. Est-ce que c'est bon ? Je vous sens pas revenu, on se déconnecte. En fait, il a beaucoup souffert de ça. Hein. Il a été détruit, cet homme. Ok. De son vivant, a-t-il réussi à communiquer avec des extraterrestres ? Moi, j'ai oui.
D'accord. Carole et Franck. Mais c'est parce que il était tu sais, il voyait les énergies. C'est comme s'il était lui-même une radio sur pattes. C'est comme s'il avait des antennes et qu'il recevait des informations. Alors extraterrestre, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que c'est extraterrestre? Oui, je sais bien. En tout cas, non terrestre. Il recevait des informations et son cœur était en joie et donc il se sentait, il se posait pas de questions de ce qu'il recevait comme information. Il avait juste cette confiance absolue. Il était vraiment comme un enfant, en bien, jusqu'à ce qu'il voit les dégâts, jusqu'à ce qu'il voit que tout ce qu'on a fait avec ce qu'il a fait, ses inventions, il a cette joie d'enfant qu'il a mis à vouloir aider l'humanité, à vouloir, voilà. Et lui, chaque fois, il se prenait des coups et c'est ça qui lui a fait du mal. Alors, on se déconnecte de cette tristesse qui lui appartient. Et juste on regarde, est-ce qu'il a créé du coup une machine pour pouvoir communiquer avec d'autres lieux, d'autres planètes, d'autres civilisations? C'est comme si en fait il avait cette capacité, il n'avait pas besoin de créer en fait. Il était déjà en communication. C'était, je le vois réceptionner l'information à travers lui et il recevait l'information, il avait cette capacité de le mettre sur papier, tu vois. Et même quelquefois c'était carrément il était en train de dessiner et c'est ensuite qu'il voyait en fait, qu'il comprenait la réception du message. D'accord. Donc il était canal directement lui-même. Oui. Je crois en connaître d'autres. C'est ça. Ouais. Ok, très très bien. Mais est-ce qu'il a créé une machine pour pouvoir communiquer? Donc ça veut dire qu'il ne soit pas le seul. Bon, samedi, il y a eu, c'est comme si je me tournais sur la droite et que je voyais le mot énigma. Et donc ça me rappelle, ça me renvoie à la machine de, je sais pas comment elle fonctionnait cette machine, je crois pendant la guerre là, tu sais. Non, je ne sais pas. Lesquels? Un code secret qui était, c'est pour décoder ce que les Allemands, est-ce que c'est les Allemands qui ont mis en place cette machine? Je sais pas. C'est un truc de communication codé là, je sais plus comment ça s'appelle. Des deux côtés, ils avaient un système particulier. C'était un peu comme le principe d'Internet en fait. D'accord. Je vois quelque chose avec des trous. Ça m'a dit Enigma. Et je vois comme une machine à écrire avec un système de trous. Comme du braille sur une machine à écrire. Alors là, on se débrouille avec ça. Peut avoir un complément d'information, ça m'arrangerait. En tout cas, il réussissait à communiquer avec d'autres civilisations, donc extraterrestres. Est-ce que vous avez un oui ou un non? Moi, j'ai un oui. D'accord. Est-ce que ces inventions ont été récupérées et sont utilisées en ce moment même? Hélas, oui. Pourquoi hélas, oui? Moi, je vois comme info on s'est servi de lui, quoi. Finalement. Étant canal, alors, les raisons, je les comprends pas bien, mais lui, comme disaient les filles, il recevait plein d'infos et il mettait tout ça un petit peu sur papier, comme si il y avait une volonté aussi de mettre en lumière au niveau humain des technologies qui étaient déjà connues et utilisées par, donc je pense plutôt des entités extraterrestres. Et alors, parce qu'à chaque fois, je suis renvoyé sur l'armée, mais aussi sur des entités qui sont pas humaines. Et il y a une espèce de, alors je sais pas si c'est une collaboration, mais comme si il y avait une partie, alors peut-être sur les humains qui se servent d'infos canalisées par Tesla et qui étaient envoyées par des entités extraterrestres. Je sais pas, c'est comme s'il avait servi un petit peu de traducteur, voilà, de technologie, et il mettait tout ça sur papier. Et lui,
il était un petit peu aussi dépassé par tout ça, parce que effectivement, ça lui venait un peu comme ça. C'est comme s'ils avaient trouvé le moyen, ils avaient trouvé son énergie à lui, qui était le moyen de mettre tout ça, de décoder, ouais, c'est ça, ouais. De traduire des trucs que nous, on n'avait pas la capacité forcément de comprendre. C'est peut-être ça le Enigma, c'est le décodeur, c'est la machine à décoder. Ouais. D'accord. D'accord. Donc lui était venu avec une très belle intention de faire distribuer en fait toutes ces informations pour qu'on les utilise pour à bon escient. Mais du coup, ça crée chez lui une grande tristesse, tu vois, parce que finalement, il se rend compte maintenant, en conscience, qu'il a été utilisé finalement. D'accord. Ok. Alors peut-être que certainement avec les futures énergies qui arrivent, peut-être qu'il y aura une utilisation un peu meilleure de tout cela. Justement, ce serait une question, c'est est-ce que tous ces brevets donc qui lui appartiennent dans le futur, même si celui-ci n'existe pas, y a-t-il une belle utilisation qui pourrait être faite de tout cela? Est-ce que vous avez une réponse? Moi, il me dit non, vous en aurez bientôt plus besoin. Elle a dit c'est pas la technologie que vous devez. Il y aura toujours des technologies qui seront détournées de leur but premier, de ce qui est le sens premier qu'on a voulu lui donner à la technologie. La seule chose, c'est pour ça, c'est ce qu'il veut. Il faut absolument qu'on revienne à soi, à se connaître soi, à savoir comment on fonctionne, pour qu'on ne plus avoir besoin de technologie. D'accord. Ce que je vois, c'est que la technologie, elle existe, c'est un fait. Elle va être mise à jour. Et après, tout dépendra de l'intention qu'on y mettra derrière pour l'utiliser. Ça dépendra de nous. Ouais. D'accord. Dernière question qui m'a été demandée. Certains ont dit qu'il y avait un lien familial entre Nikola Tesla et Donald Trump. Qu'est-ce qu'il vous dit? Moi, j'ai absolument pas. D'accord. Est-ce que Franck et Carole, vous avez les mêmes infos? J'ai pas non plus, non. D'accord. Ok. Y a-t-il quelque chose à savoir? Familial, non, mais un lien, oui. Il y a un lien. Alors, quel est-il? Parce que c'est marrant, ça me dit oui et non. Moi, ça me dit business. Ouais, c'est plutôt les affaires. Est-ce que tu as la même chose, Franck? Non. D'accord. Donc c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, ou peut-être que certains ont vu le 12e cousin de, et peut-être que des fois on a tendance aussi à trop voir. Très très bien. En tout cas, ça aura répondu à la question, en tout cas de notre point de vue. Est-ce qu'il veut rajouter quelque chose avant que l'on finisse cette enquête? Qui va prendre la parole? Diane? Il reprend sa... Alors, c'est marrant parce que ça me renvoie à un livre que je suis en train de lire, et c'est ça c'est certainement un clin d'œil à ce livre et il me dit la bienveillance est une arme absolue. C'est le titre du livre que je lis. Alors, d'accord. C'est marrant parce qu'il est totalement dans la bienveillance, monsieur. Cet être. C'est même pas monsieur, c'est un grand monsieur, c'est un être merveilleux, plein de lumière et d'amour. Et il dit que, parce que en relation avec tout ce qu'on vient de voir, toutes ces inventions, ces technologies ont été retournées contre le but premier qu'il avait mis, le sens profond qu'il avait mis dans sa bienveillance pour le coup. Ouais. Et il dit du coup là, c'est la bienveillance là. Bienveillance se retourner contre lui. Ok. Par des gens qui étaient peut-être des êtres malveillants. Carole et Franck, est-ce que vous avez le même message? Non, c'est pas que ça s'est retourné contre lui, c'est que la bienveillance, c'est la seule technologie valable, et ça, c'est une arme absolue. C'est comme ça, dans ce sens-là qu'il le dit. Très très bien. Le message est il a fait de son mieux, il a créé une œuvre qui n'a pas pris le sens que lui est premier.
mais que, en tous les cas, qu'on est en train de passer à autre chose. C'est quelque chose qui va être encore différent et qui va amener l'homme sur d'autres savoirs. D'accord. D'autres Qui sont compréhensions de peut-être lui. moins matériels. Franck ? Ouais, mais ça résume entre ce que je disais juste avant et ce qu'elle vient de dire, c'est que pour moi, je le vois vraiment comme quelqu'un qui a été utilisé par tout ce qu'il a mis en place, parce que lui, effectivement, c'était bienveillant, c'était pour l'humanité, pour que ça soit utilisé à bon escient, pour que les choses soient libres d'accès, gratuites. Et une fois qu'il a mis en place les choses, ça a été détourné, ça a été masqué, mais à un moment donné, ça va ressortir. Et c'est comme si on allait comprendre le vrai fond de ce qu'il a voulu mettre en place. Et après, tout dépendra par rapport à notre évolution, ce qu'on décidera de choisir en termes d'utilisation. Voilà, on peut. Ouais, je le vois comme ça, voilà. D'accord. C'est comme les produits d'un supermarché. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu continues d'acheter un plat industriel et à ce moment-là, on continue de le fabriquer, ou tu renonces à acheter un plat industriel et à ce moment-là, il n'y a plus de demande, il n'y a plus d'offre. C'est toujours pareil. Quel choix tu fais et il n'y a plus d'offre. D'accord, fantastique. Alors on va rester sur ces belles paroles, effectivement. Et donc la bienveillance. Et faites preuve justement de bienveillance dans les commentaires. N'hésitez pas à être justement très bienveillant. Pour nous, ça nous fait toujours plaisir. On est bien bénévoles, donc c'est toujours intéressant pour nous. Et que ce soit sur ma partie ou celle de Carole, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes. Merci à tous qui nous auront suivis et abonnez-vous et mettez un pouce vers le haut. À bientôt. Merci à Diane, Franck et Carole. Bonjour Laetitia Beretti. Bonjour Franck. Merci de venir nous voir de si loin. Eh ben, moi, ça me fait plaisir de te voir. C'est toujours un plaisir en fait. Ben oui. Tant mieux. Ça me rassure. Ouais. Écoute, tu veux nous parler aujourd'hui de la souveraineté par rapport aux enfants. Ouais, c'est ça. C'est très important parce que parce que je rentre dans le sujet comme ça, quoi. Parce que je fais souvent des soins, donc en tant que thérapeute, et chaque fois le problème initial, quand on s'occupe de la première séance, c'est toujours en rapport avec l'enfance. Et souvent on va dire, je t'ai isolé 3 cas un peu particuliers, un petit peu différents, mais en même temps qui sont très proches de Monsieur, Madame, tout le monde qui l'a vécu. C'est qu'en fin de compte, chaque fois on va dire à des enfants, quand tu étais petit, tu n'étais pas gentil. Quand tu étais petit, tu étais quand tu étais petit, tu faisais ça. En fin de compte, non. L'enfant, quand il était petit, de 0 à 7 ans, c'est pas lui qui faisait, c'est le programme de maman qui s'exprimait à travers la petite fille. Tu sais, on s'appelle la mère partage son subconscient quand on est bébé dans son ventre, etc. Donc c'est le subconscient de maman qui nourrit le bébé. Donc le petit corps. Et quand le petit corps naît, quand à sa naissance, on va dire c'est la maman, on va l'appeler maman, on va l'appeler Sylvie. Donc Sylvie a une petite fille qui s'appelle Sylvie numéro 2. Mais c'est ça en fin de compte, elle a son petit double devant elle. Et à plusieurs reprises, on va dire, il y a la petite fille il y en a une comme ça qui était un peu particulière, où la mère a été programmée petite, donc j'avais eu en soin la mère, elle a été programmée, mais elle refusait de dire qu'elle était programmée. En fin de compte, pour elle, non, ce qu'elle pensait, c'était elle qui le pensait, elle était en accord avec ses pensées, alors qu'on voyait que dans la séance de la mère, que sa mère à elle avait une grande influence et qui lui avait, on va dire, dicté une conduite que la fille, tu me suis, avait adoptée. Ça va ? Oui. Cette femme est enceinte, etc. Et elle a une petite fille, on va dire, elle l'appelle Sylvie 2. Et Sylvie 2, en fin de compte, c'est une petite fille qui, c'est pas qu'elle psychote, mais après, on va dire, comme quand elle va grandir, on va dire, tu psychotais quand tu étais petit par rapport à telle ou telle chose. C'est que la gamine, quand elle va à l'école,
si elle veut porter un pantalon rose, une robe rose ou un pantalon violet, il lui faut son pantalon violet. Il lui faut, c'est obligatoire. En fin de compte, on sait que les habits, c'est un état d'esprit. Et elle veut adopter son propre état d'esprit, la gamine. Elle veut montrer à sa mère que ce qu'elle veut, c'est du rose. Pourquoi? Parce que c'est son état d'esprit et ça correspond à sa fréquence, on va dire, à ce qu'elle est. Et la mère ne supporte. J'ai vu des mères qui ne supportent pas que la petite fille choisisse son pull rose ou violet parce qu'il était sale, parce qu'il était déchiré. Elle ne voulait pas. Alors qu'il suffisait de dire porte-le, regarde-toi, et tu vois qu'il est déchiré. Et la petite fille aurait dit, la petite fille, elle aurait commencé à faire ses bases et dire effectivement, en tant que petite fille, je n'ai pas envie d'aller à l'école avec un pull déchiré. Et elle-même aurait enlevé le pull et dit à sa maman, je veux un pull propre. Mais la mère ne fait pas. Et la mère, j'ai vu des mamans qui, en soins, qui obligent l'enfant à porter un pull. Mais là, c'était un peu plus délicat, c'était même lui mettre un pantalon. Alors, lui mettre un pantalon, c'est tout ce qui est l'intimité de la petite fille. Donc, entre guillemets, on va dire c'est quand même un viol du corps de la petite fille. Elle lui a imposé son état d'esprit. Ce qui fait que plus tard, cette gamine va grandir, et elle grandit comme ça, quoi, avec une autorité sur elle. On lui a imposé un manteau, on lui a imposé un pantalon, parce que la mère ne voit pas effectivement que c'est elle qui a été programmée, et elle programme aussi sa fille. En fin de compte, on la force. Et je parle de la souveraineté, c'est que l'enfant va grandir avec des bases qui ne vont pas être les siennes. Elle va devoir se délester de ses bases. Tu comprends? Oui. Voilà. Et c'est ça qui est gênant, parce que si la mère ne comprend pas ça, elle continuera cette maltraitance. J'appelle ça de la maltraitance, hein. Quel que soit le niveau, différent d'échelle, quoi, tu vois. Il y a une grande partie qui est involontaire là-dedans quand même. Ah, complètement. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Même si la maman n'empêche pas la fille de faire ceci ou cela, ne l'oblige pas à faire ceci ou cela, de toute façon, la mère déteint sur l'enfant. Et l'enfant, il a de toute façon tendance à répondre à la demande des parents, même s'il n'est pas du tout explicite et s'il n'y a aucune volonté de maltraitance ou de... Tout à fait. La maman ne se rend pas compte, parce que même sa sensibilité à la maman a été, on va dire, mise de côté. C'est surtout des femmes qui n'ont plus de sensibilité. Parce que j'ai vu aussi des cas comme ça où c'est le mari qui va dire de la laisser s'exprimer. Alors que c'est la femme qui doit dire ben non, mets ton pull et tu verras que tu peux les déchirer. La petite fille va réaliser. Le problème, c'est que ce sont les mères c'est la mère qui a fait ça dans ce cas-là. Et c'est le père qui a dit ben, laissons-la s'exprimer. Va, ou bien du style je veux aller à l'école comme ça avec ma petite jupette, mais il fait un froid de canard, et au lieu de l'insister pour lui mettre son collant, eh ben la petite fille va aller, on va dire, dehors, va avoir froid, dit ah mais je voudrais mon collant. Il n'y a pas effectivement au niveau de la mère, il n'y a pas une demande, une maltraitance active, c'est certain. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, parce que sa propre sensibilité à cette femme, elle aussi a été mise de côté. Et le problème, c'est ça, c'est qu'en fin de compte, la mère va exprimer ce qu'elle a en elle, mais ce qu'elle a révélé, mais non pas forcément ce qu'elle a traité. Oui. Et la mère faudra traiter sa partie sensible qu'elle a mis de côté. Mais si elle, pour elle, parce que c'est des cas que j'ai traités, si la mère dit non, non, tout va bien, je ne peux pas la changer. Oui. Je ne peux pas dire, tu comprends? Oui, mais est-ce que c'est pas finalement un service rendu à l'enfant qui, grâce à cela, va finir par affirmer sa propre personnalité? Parce elle l'affirme déjà. Il faut qu'il construise au départ. Ah oui. Son ego n'est pas encore fait, mais c'est un peu par réaction qu'elle finira par affirmer ce qu'elle veut être vraiment. Eh ouais, mais elle l'affirme déjà, cette petite. Elle affirme déjà, je ne veux pas porter cet état d'esprit. J'en veux un autre. De suite, il y a des petits comme ça qui sont très réactives. Elle sait ce qu'elle veut, la gamine. J'ai eu des enfants qui savaient ce qu'ils voulaient. Elle veut pas le pull violet ou le pull rose. Elle affirme déjà. Ça, c'est un cas particulier. D'autres, effectivement, vont vivre ça et vont devoir s'affirmer. Ils auront besoin de cette expérience pour justement s'affirmer plus tard. Et la gamine qui a peut-être 4-5 ans, s'affirme déjà elle. C'est une petite qui sait ce qu'elle veut. Comme nous tous, on a souvent tendance à se définir par réaction à ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne veut pas. Ouais.
Et c'est grâce à toutes les choses qui nous sont imposées à droite et à gauche qu'on finit par se réaliser soi-même. C'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cet enfant, qui est un cas particulier, mais les enfants savent dès le départ. Je vais te prendre un autre cas, c'est des cas où ça aussi, je l'ai vu quand j'étais petite aussi. Je l'ai pas vécu, mais je l'ai vu. Et en soins aussi, il y en a beaucoup. C'est des personnes à qui on force à manger et à rester à table pendant des heures tant qu'ils n'ont pas fini leur assiette. Ah oui, c'est horrible. Mais c'est terrible. J'en parle, mais c'est terrible. Mais l'enfant ne se rend même pas compte parce que sa propre sensibilité. L'enfant dit, c'est des petits bouts de chou qui disent, ils vont avoir 3 ans. Il dit j'ai plus faim. Mais ils ont une assiette qui est assez grosse. Et la mère les obliger à finir leur assiette. Mais l'enfant, enfin, ce qu'on dit à l'enfant, me dit, ton ressenti, parce que c'est Dieu maman, Dieu papa, quoi, je veux dire. Et Dieu maman, on ne peut pas résister à Dieu maman. On n'est pas assez fort et c'est pas possible. Ce qui fait que l'enfant va rester à table pendant des heures, tant qu'ils n'ont pas fini leur assiette. Et l'enfant dit, en fin de compte, mon ressenti n'est pas bon. Ce que je ressens moi n'est pas bon. En fin de compte, si Dieu maman m'oblige à manger, c'est que je peux manger. Alors, l'enfant va rester jusqu'à 4 heures de l'après-midi, je l'ai vu, jusqu'à ce qu'il finisse son assiette. Et ces futurs adultes, en fait, en grandissant, ne vont plus écouter leur propre ressenti. Par contre, ils vont plus écouter, plus à l'écoute de leur intellect, plus à la recherche, non pas de leur source, de se connecter à leur source, pour dire je sens, je perçois ce qui est bon pour moi. Ils vont le couper parce que c'est pas bon. Maman a dit que c'était pas bon. Ce que je perçois, j'ai plus faim. Maman a dit non. Alors, elles vont, au lieu de se mettre aux raisons verticales, ils vont aller aux raisons horizontales. Et le raison horizontal, c'est d'avoir des informations à l'extérieur, des bouquins, l'internet. Maintenant c'est internet, mais c'était beaucoup les bouquins. Et apprendre. Et en fin de compte, petit à petit, on coupe notre sensibilité. Et le problème, c'est qu'on croit que tout est OK. Et c'est ça qui ne va pas. C'est que et ça, c'est pour des femmes. Et ces femmes-là auront tendance aussi à grossir. Voilà, elles vont commencer à grossir. Et tous les cas, en tant que femmes, à qui on a obligé à manger, à rester à table tout le soir, elles ont un intellect très développé. Et elles vont plaire à maman. Donc, elles vont finir à un moment donné leur assiette pour plaire à maman. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Alors, ils vont couper leur ressenti et surtout, ils vont commencer à grossir. Et toujours dans l'intellect. L'intellect est à fond. Par contre, c'est vrai qu'ils ont tendance à grossir. Et à grossir parce qu'ils ont trop d'informations aussi d'imprévus au niveau de leur esprit. Donc, ce que l'estomac a, la tête aussi, elle est surchargée. Et là aussi, ça. Là, par contre, c'est beaucoup plus difficile parce que la femme qui a grandi, qui est devenue adulte, elle est en accord avec ça et c'est sa seule sécurité pour elle. Alors qu'elle pourrait très bien avoir un ressenti, se connecter à sa source et là dire ça c'est bon, c'est pas bon, tu vois. Et elle se coupe en fin de compte de leur potentiel et surtout, je dirais, de leur soit conscience. Elles descendent et ça va. Et là non, c'est l'extérieur. Ça c'est beaucoup plus délicat à dire. Il y en a beaucoup, ça aussi. Oui, ça a beaucoup de conséquences dans la vie adulte par rapport à la dépendance, selon toi? Ah oui, complètement, parce que dès que ça va pas, ils vont se réfugier dans la nourriture. Et en plus, c'est surtout le sucré, beaucoup de sucré. Au niveau de ces femmes, ils vont se réfugier dans la nourriture. Et la nourriture qui pourtant a été nocive parce qu'on l'a obligé à manger, mais au moins, ça a plu à maman. C'est pas beau. Ça a plu à maman. Et ce qui fait que quand on va nourrir, on s'appelait à maman. Et là, on se sent en sécurité, rassasié, on va dire. Mais quel mal on se fait. Oui. Mais est-ce que ça a aussi une conséquence sur le fait de devenir influençable ou dépendant de l'extérieur, des informations extérieures? Oui, complètement. Alors, complètement. Ouais. On va toujours à l'écoute de l'extérieur. Toujours. Alors qu'il faut se ramener à soi parce qu'on a complètement, si on a un axe, il a complètement été désaxé. Parfois, je vois des axes qui sont là. Alors qu'il faut ramener. Mais le problème, c'est que la femme qui est devenue adulte, qui est 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe, mais c'est comme je disais, cette nourriture est meilleure pour toi. Et elle combat à l'intérieur son bien-être. De la maltraitance, parce que j'appelle ça de la maltraitance quand même, parce qu'à un moment donné, les dégâts sont assez
je dirais qu'ils sont assez considérables dans la mesure où on coupe l'enfant de sa source. Et ça va pas, ça. Donc, on le coupe de sa souveraineté. Oui. Il ne peut pas être souverain. Il y a quand même une possibilité après de récupérer ça, de redevenir ouvert à son intuition et tout. Bien sûr, bien sûr. Il faut que la personne soit ouverte et qu'elle commence, au lieu d'aller vers l'extérieur, elle commence à venir vers elle, pour commencer à prendre confiance en elle. Et ce qui fait qu'après, quand on enlève certains programmes, parce qu'à un moment donné, on se crée des clés de sécurité. Il faut faire sauter les clés de sécurité, parce que sinon, l'enfant va se sentir... Il y a un sentiment aussi d'abandon, que si elle ne correspond pas à maman, maman va plus l'aimer. Ça englobe beaucoup de choses chez la femme, en fait, ce genre de problème. Le garçon aussi peut grossir plus tard, mais le garçon, il est beaucoup plus mental. Ce qui fait que même s'il a des informations, ça va. C'est l'aspect mental de l'homme, il est plus en sécurité. Mais la fille, ça la fait réfugier dans l'aspect mental qui va commencer à la détruire au lieu de se ramener vers sa sensibilité, qui est son potentiel, et évidemment se connecter à sa source. Bien sûr que c'est possible. Alors, il y a des femmes qui vont l'avoir compris beaucoup plus vite parce qu'elles font un travail sur elles. Donc là, elles vont comprendre plus facilement. Et donc, il faudra plus de temps. Oui. Le fait de comprendre le processus, c'est déjà un progrès. Important. Ah oui. Ça suffit ou ça suffit pas? Ça suffit pas. Par expérience, ça suffit pas. Parce que si je dis à la personne, elle va le comprendre. Mais elle a cette habitude. Oui. Et comment elle la change? Soit elle la change en faisant un travail sur elle, ou à chaque fois qu'elle va manger, elle va voir qu'en fin de compte, ce qu'elle mange, c'est pas forcément qu'elle a envie de manger. Petit à petit, alors nous, évidemment, je fais des séances par rapport à ça. C'est pas ce que je préfère en tant que nourriture, parce que arrêter une nourriture, arrêter de se nourrir de cette façon, la personne a tellement, elle s'est sentie en sécurité en ayant des informations extérieures que je lui demande c'est comme je lui disais, allez, ton chakra 1 n'est pas bon, on va le faire sauter. Je dis, ouais, mais c'est vide là. Voilà. Alors, soit effectivement tu travailles sur toi parce que tu commences à prendre, tu t'observes faire. En disant de l'information, les personnes commencent à s'observer, à voir ce qu'elles font. Et si vraiment il y a une volonté, sa propre volonté, et non pas celle de maman, parce que c'est la volonté de maman qui a été validée. Là, on lui demande que sa propre volonté à elle soit validée. Donc petit à petit, ça prend du temps pour certains, mais ça avance. Et travailler sur soi. C'est ça. C'est ça, travailler sur soi? Oui. C'est pas travailler aussi sur le sentiment d'abandon? Si, aussi. Mais c'est tout un tout. Certains l'auront vu pour un abandon, l'autre l'auront vu comme une certaine autorité, mais d'autres l'auront vu aussi. Là, il y a un travail que j'ai fait avec une personne, elle le voyait comme une... Non, tout va bien. Non, c'est normal. Comme si elle avait occulté le fait que petite, à la base, c'est ce problème-là qui avait engendré tous les problèmes. Oui. Elle avait occulté. Et c'est au bout de 1 an et demi, 2 ans, qu'elle me parle de ça, de son problème de nourriture, qui a été assez même violent. Et là, et tout d'un coup, quand elle le dit, c'est qu'elle a mis 1 an pour être prête à le dire. Alors qu'on voit qu'il y a un problème. Mais comme elle ne veut pas l'entendre, pour elle, c'est du normal. Alors, tu ne peux pas rentrer dedans. Tu comprends? Oui. Parce que c'est comme si moi aussi, je lui disais, voici. Elle va me dire, mais ma mère m'a fait pareil. Elle m'a forcé. Et je ne force pas dans les soins. Je vois l'âme si elle est prête ou pas prête. Bon, c'est pas compliqué. Si on m'envoie une information, c'est que je suis prête à la donner. Ça, c'est mon protocole, on peut dire. Voilà. Tant qu'il y a un protocole qui est bon, ou bien on va me montrer une image qui va dire, qui est pas trop forte, suffisamment d'informations, même si je le vois qu'il y a un souci, l'âme, la personne, on va dire l'âme n'est pas prête à l'accepter et surtout dire, je suis pas prête à changer. Alors on va changer la périphérie. On change la périphérie, et à un moment donné, quand elle est bien rassurée dans la périphérie, elle dit, allez, on y va. Et là, on saute. Je dis, quand on saute, c'est qu'on saute dans l'incarnation, là. Et là, on commence à voir tous les différents étages, où là, c'est pas moi, là, il y a un peu de moi, mais j'ai envie de m'incarner. Parce que beaucoup d'âmes ne sont pas encore incarnées. Quand tu vas sur le plan atmique, tu vois beaucoup d'âmes qui ont peur de l'incarnation. Tu sais, des paliers, elles ont beaucoup peur. Alors, elles se rassurent,
Et c'est vrai parce que parfois, quand tu les vois au niveau de l'incarnation et que tu vois sur leur plan atmique, il y a une peur qui est là. Alors, hop, il faut l'isoler. Et effectivement, quand tu prends le regard de l'âme, c'est comme si elle sautait dans une eau profonde. Tu sais, quand tu vas dans les eaux, par contre, il y a des kilomètres de profondeur, il fait nuit, et tu vas sauter. Moi-même, je ne sauterai pas. Je dis, on ne sait jamais s'il y a des méduses, etc. Il y a même pas la pleine lune. Je ne sauterai pas dans l'eau, dans l'océan. Je ne le ferai pas. Mais s'il fait jour, oui, je saute, mais pas dans la pleine nuit. Et ben, l'âme a l'impression de sauter dans une eau profonde et sans lumière. Alors, il faut le rassurer. Il faut lui créer des marches, façon de parler, psychiquement parlant. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça découle, mais c'est vrai qu'en travaillant sur soi, on peut y arriver. Mais il faut le savoir, ça. Il faut voir que ça découle de ça. Parce que quand on dit à l'enfant, quand tu étais petite, tu mangeais pas beaucoup. Eh ben, les trois quarts des mères, beaucoup de mères qui, elles aussi, obligent l'enfant à manger, elles aussi, on les a obligées à manger. D'autres, à l'extrême, comme elles n'ont pas eu à manger petite, ou qu'elles ont manqué justement de nourriture, elles vont exagérer. Le manque va être compensé par le trop plein. C'est toujours des extrêmes de toute façon. Toujours des extrêmes. Voilà. On est créateur de ça quand même. Oui, bien sûr. On est créateur de ça. Oui. Et c'est un choix quelque part. Et c'est un choix par rapport à la peur de l'incarnation aussi peut-être, parce que ressentir la pression ou l'exigence du monde extérieur, même si elle n'est pas explicite, c'est toujours une façon de se sentir exister et de ne pas se sentir seul. Complètement. Dans l'incarnation, on a peur de se retrouver... C'est un acte qui est fort, je veux dire, l'incarnation. Quand tu vas sur le plan, certains plans, des âmes qui ont la même fréquence, tu en vois plein qui ont peur. C'est comme si tu les voyais sur un plateau, c'est un plateau de toute façon, et elles sont toutes là où tu as le précipice, entre guillemets. Et là, elles doivent sauter. C'est une image, hein. Enfin, en tout cas, c'est mon image et elles doivent tous sauter. Et tout le monde se regarde. Et c'est pas facile. J'attends que les autres y sautent. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et à un moment donné, c'est vrai que celle que je traite, je m'occupe évidemment des autres, hein, mais celle que je traite, je l'aide à sauter. Et en fin de compte, elle rentre dans son monde qu'elle va créer elle. Mais après, quand tu enlèves certaines serrures ou certains blocages, mais parfois, hop, elles prennent les étages, le premier étage, le deuxième étage, ou bien le 6, le 5, le 4, et on descend. Et après, c'est vrai qu'il y a souvent après un petit arrêt quand tu descends entre le 3, 2, 1, là, plexus solaire, et après on descend. Ben, là, après, c'est ce qu'on a créé pendant notre enfance. Alors, parfois, on a un peu plus de difficulté à descendre. Mais ça, c'est autre chose, ça aussi. Ça, c'est nous qui l'avons, on va dire, entre guillemets, créé. Et même si on ne l'a pas créé, on a dit, alors, on a validé telle ou telle chose. Et ce qui fait que, quand on descend au fond, il faut les sortir un petit peu nos frustrations, nos douleurs, nos souffrances. Mais après, c'est que des idées. Mais on a tellement mis de force vitale dedans qu'en fin de compte, on croit que c'est toujours vivant. Ces mémoires-là, qui sont dedans, dans les tripes, là. Alors, il faut aider la personne parce que parfois, on n'a pas envie d'y aller. Et si on accompagne, un peu comme quand tu vas prendre le vélo pour un enfant ou un vélo, tu lui mets des petits trous et puis il a confiance en lui, il est content et le père est là ou la mère est là et puis elle aide l'enfant à rouler. Puis à un moment donné, tu enlèves des petits trous, puis l'enfant est fier de lui parce qu'il peut faire du vélo tout seul. Et là, c'est une grande victoire pour l'enfant. La l'âme, c'est pareil. Tu l'aides, à un moment donné, tu dis, allez, tu as la clé. Et tu es derrière, tu es à côté d'elle. Parfois, c'est plus difficile, donc tu l'aides un peu plus, un peu plus présent. Et à un moment donné, tu vois que tu peux te dégager, te mettre en arrière. Et l'âme est content parce que c'est elle qui l'a fait. Parce que tout un monde qui fait que après l'enfant, il remonte ses étages en fait. Voilà. L'âme remonte ses étages, elle devient adulte, elle grandit. Et là, commence à se positionner en tant que principe directeur. Ça, c'est un aspect de la question, donc le fait que volontairement ou involontairement, on peut nous imposer, quand on est petit, des comportements qui sont plus ou moins justifiés, qui sont toujours justifiés par rapport à ce que pensent les parents. Mais il y a bien d'autres choses, certainement,
qui ont une influence sur notre acceptation de la souveraineté quand on est adulte. Alors, ouais, il y en a plein. Parce qu'après, ça commence de l'enfance, après, tu vas voir ton professeur, tu vas voir ton employeur, tu vas voir. Mais tout découle de là, en fait. Mais après, il est certain que l'enfant qui naît, il a ou l'âme qui va se créer là, elle a un potentiel. C'est pour ça que peut-être qu'on fera ça une autre vidéo où nous ne sommes pas du tout égaux sur Terre. On n'est pas égaux sur Terre, c'est pas vrai. On a un potentiel, mais il n'est pas forcément exprimé. Et on le voit de toute façon dans une personne qui va naître, on va dire, dans un berceau doré, et l'autre qui va naître dans un berceau dans la rue. Alors, on dit qu'ils ne sont pas égaux. Non, mais il faut voir au-dessus, effectivement, il faut les voir au niveau de l'âme. Certaines âmes ont besoin de ça pour se forger et être fortes et s'en sortir. Et d'autres qui vont aller dans un berceau doré, c'est que c'est des âmes qui sont assez faibles et qui n'ont pas la force de celui qui naît dans un berceau où, en fin de compte, sa famille le rejette. Même si sa famille le rejette, lui dire, c'est pas grave, je vais créer mes bases. Et c'est vrai que c'est des âmes fortes. Que l'autre, on va dire, elle est pas très forte. Et même si c'est un berceau doré, il va falloir en sortir. Ben oui, mais il y en a qui n'ont pas envie d'en sortir du berceau doré. Voilà. Un berceau doré, tu sais, c'est comme si je te disais, au niveau des familles, si tu restes avec moi, tu as l'usine de papa, maman, etc., ou surtout du père, quoi. Mais parfois, on n'a pas envie de quitter ça parce que c'est intéressant. L'usine de papa, c'est déjà tout créé, tout fait. C'est rassurant, mais c'est pas tes bases. D'autres, des âmes, vont être dans un berceau doré, disent, mais moi, je n'ai même pas envie de ça. Alors, ils vont avoir de la force de s'en sortir. Je préfère être, je veux dire, artiste, musicien, ou faire autre chose que ce que mon père et mes parents ont opté pour moi. Et l'âme va créer ses propres bases, les siennes. Donc, c'est une âme qui va être souveraine dans son monde, que l'autre ne sera pas du tout souverain parce qu'il aura pris complètement les bases de papa. Et voilà. Et il y a un autre cas aussi d'enfance qui est bien traité aussi. C'est vrai que ça s'apparente un petit peu encore à un truc particulier. C'est l'enfant ou la mère qui on va dire, qui est mariée. Et on va dire, elle a aussi Sylvie, elle aussi. Et elle met un enfant au monde, une petite fille qui s'appelle Sylvie 2. Et cette mère, en fin de compte, tu l'as souvent dans les femmes qui, on va dire, qui sont beaucoup plus âgées maintenant, qui se mariaient parce qu'elles étaient enceintes, qui se mariaient parce qu'il n'y avait pas la pilule, et ce qui fait que c'est un mariage où, en fin de compte, tu n'aurais pas forcément dû épouser tel mari, mais tu l'as épousé parce que tu es tombée enceinte, quoi. Alors, on s'y fait, on s'accommode d'une situation. Le problème, c'est que j'ai vu des petites filles, il y avait un problème au niveau de l'âme, un problème, on va dire, du rejet ou du rejet de l'autorité, du rejet aussi de ce sentiment d'être d'impuissance, de ne pas pouvoir obtenir ce qu'elle voulait, de se sentir bloquée. Alors, tu vas petit à petit, et tu vois qu'il y a un problème, non pas au niveau de l'enfant, parce que je me demande s'il y a eu de la maltraitance physique. Je demande parfois s'il n'y a pas eu des souvenirs comme ça. Alors parfois il y en a, et parfois non, il n'y en a pas. Le père n'a pas forcément été maltraitant, la mère non plus. Alors tu cherches, et en fin de compte, en cherchant, sachant que le subconscient de la mère a nourri l'enfant, la petite fille qui arrive et qui en fin de compte a un rejet, on va dire, de papa, c'est pas la petite fille qui a un rejet de papa parce qu'elle n'a pas de mémoire à ce niveau-là. Elle sait pas, il s'est rien passé. Par contre, elle exprime ce que la mère rejette. La mère, en fin de compte, se sent obligée d'être une bonne épouse, dans tous les sens du terme. Mais elle se tait. Alors l'enfant parlera à sa place, ce qui fait que l'enfant refusera le contact avec le père, ne sera pas bien, et ce qui fait que au lieu de comprendre, parce que c'est pas évident de comprendre qu'en fin de compte, c'est pas l'enfant, il n'y a pas d'intériorité au niveau de l'enfant. Par contre, il y a un subconscient qui est là, qui est devant, et qui ne veut plus avoir de contact physique avec le père. Ce qui fait que si le père prend l'enfant de force, alors la petite fille va revivre ce que fit la mère. De force, elle va accepter le rôle de l'épouse, parce qu'il y a des convenances,
parce que c'est pas bien, parce que c'est pas moral de refuser, etc. Et ce qui fait que l'enfant, lui, j'ai eu des cas comme ça, où l'enfant va être pris de force dans les bras et l'enfant va devoir céder. Alors, céder, alors ça c'est pas génial, c'est un viol. En fin de compte, la petite fille qui a un petit bout de chou, en fin de compte, va être obligée de céder cette emprise du père sur elle. Et ben, c'est un peu, et la mère ne bougera pas parce que la mère a vécu la même chose, d'une certaine façon, à une échelle différente, en fin de compte, en étant la bonne épouse, en cédant au mari son besoin, on va dire, et ben, l'enfant, lui aussi, risque aussi, si le père fait ça, si lui aussi n'a pas eu une antériorité, que la mère n'a pas, effectivement, ou le père n'a pas abusé, parce qu'il y a aussi des abus qui soient psychologiques, hein, c'est pas forcément des abus sexuels, hein, il y a un abus psychologique qui est là, qui fait qu'on met le moi du père dans l'enfant, ou le moi de la mère dans l'enfant. Et ce qui fait qu'il faut ne pas toucher. Alors évidemment, tu vas me dire, mais peut-être que l'enfant a vécu ça pour sortir de ça. Bien sûr, mais tu n'es pas obligé d'user la force. S'il y a une certaine compréhension de l'être peut très bien grandir. Et le père, s'il est beaucoup plus, on va dire, éveillé, c'est pas toujours le cas, alors il va comprendre ce qui se passe. Et là, il va y avoir une harmonie au lieu d'une désharmonie et d'un combat. Voilà. C'est quand même inévitable dans sa vie d'enfant de subir ce genre de choses. Comment pourrait-on passer une enfance sans se soumettre plus ou moins? Je dis pas le contraire. On va se soumettre. Ça veut dire quelque chose, se soumettre, parce que c'est ça. Il n'y a pas forcément une clarté dans les désirs, dans la volonté, dans l'affirmation de soi pour un enfant. C'est normal qu'il ne s'affirme pas et que. Tout à fait d'accord. Mais ça, c'est des cas extrêmes que je te donne, en fait. Hein. L'enfant qui veut un jouet, non, ça va, il va pas céder parce que papa et maman n'ont pas d'argent pour. Mais après, ils vont le vivre différemment. Parfois, ce qu'on fait, c'est que dans les séances, ce que je fais, c'est que je remets de l'ordre. C'est pas que les parents ne voulaient pas offrir un jouet à l'enfant, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens. C'est différent. L'enfant peut le dire, on m'a refusé. Non, t'as rien refusé du tout. C'est que les parents n'avaient pas les moyens de t'acheter ton jouet. C'est pas qu'ils t'en voulaient, c'est pas qu'ils étaient contre toi, c'est pas que tu étais méchant, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens. Oui, et quand on remet de l'ordre de ça, ça va mieux. Mais le problème, c'est que c'est l'enfant qui va imprimer, l'enfant imprime une idée, un refus des parents. Il base sa vie sur une fausse, une fausse idée. Oui. Tu comprends? Il y a des choses assez fréquentes comme une petite fille qui a envie de jouer avec des jouets entre guillemets de garçons et on lui dit bah non, toi tu auras une poupée et le garçon il aura un fusil. C'est des réflexes, c'est des simples réflexes de la part des parents, c'est même pas volontaire. Ah, je sais pas que c'est volontaire. Ça, on va dire au niveau du fusil, au niveau du jouet, du garage, etc. Je dirais qu'il n'y a pas trop de conséquences au niveau de l'enfant. La conséquence, c'est quand il y a des gestes, quand on force le petit corps. Là, par contre, il peut y avoir plus de conséquences, on va dire, parce qu'il y a un effet psychologique. Là, la petite fille qui a été obligée de rester jusqu'à ce qu'elle se taise, en fait, jusqu'à ce qu'elle cède. Et là, en fin de compte, tu lui dis qu'en fin de compte, tu n'as pas la force, et plus tard, quand il y aura une autorité, elle devra céder devant l'autorité. Et c'est là qu'elle va dire, mais à chaque fois qu'on me demande un truc, j'obéis. Et en même temps, j'obéis pas. Il y aura une révolte à l'intérieur, mais la révolte ne sera pas à l'intérieur, à l'extérieur, elle sera à l'intérieur. Elle verra qu'à l'intérieur, il y a deux parties en elle qui combattent. Il faudra les visiter. Et elle verra qu'en fin de compte, il y a cette partie où elle dit tiens, je t'oblige à faire ça. Non, du style qui est tout à fait d'actualité, on va dire actuellement, je t'oblige à fermer ton restaurant. Ou je t'oblige à porter le masque. Voilà. Je dis non, j'ai pas envie. Le problème, c'est qu'on est basé sur une certaine autorité et les parents savaient qu'ils ont autorité sur nous. C'est à nous de les braver. C'est à nous de grandir, de dire non, je fais pas. Et peu importe. Et on a toujours des punitions, on est basé sur les punitions, etc. Mais si tu commences à avoir ces bases-là, qui sont des fausses bases, et tu commences à dire, non, c'est pas grave, je vais monter au-dessus, en montant au-dessus, tu vas créer tes propres bases. Et peu importe, parce que les conséquences de la punition, alors tu seras puni à Noël, tu n'auras pas de joujou, tu n'auras pas, je sais pas moi, tu partiras pas en vacances,
Il y a plein de choses comme ça qui fait que l'enfant, après, il est tenu par la carotte. Voilà. Et c'est de ça que l'enfant va changer. L'adulte va changer et va commencer à à bousculer ses bases. Et quand il bouscule ses bases, l'être humain va commencer à grandir en lui, je dirais. Pour bousculer ses bases, il faut renoncer à l'idée, le sentiment qui est quand même assez universel, que les parents ont raison. Oui. Que s'ils disent blanc, c'est que c'est blanc. Et s'ils disent noir, c'est que c'est noir. Et que leur dire le contraire, ça met dans une insécurité terrible, parce que ça veut dire, finalement, mes parents ne sont pas parfaits, mes parents ne sont pas ce qu'il y a de mieux, mes parents, etc. C'est ça qui est génial, je dirais, parce qu'on sort des sentiers battus, là. Là, c'est le cas de dire, tu vas sauter entre guillemets dans le vide. Mais non, c'est pas vide, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour te rattraper. Il y a toujours quelqu'un qui te rattrape. Mais c'est pas tes parents, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est ta source. Il y a toujours une main qui est là, soutenue. Elle est là. Et c'est vrai qu'on la voit souvent, mais il saute. Oui, donc la solution, c'est d'arrêter de se reposer sur des sécurités extérieures qui n'en sont pas, et de commencer à faire confiance à quelque chose qui nous dépasse. C'est ça. Qui n'est pas matériel. Donc la solution est spirituelle. Oui, oui, complètement. Ce qu'on vit actuellement, ce changement, il est spirituel. Il y a un changement spirituel qui se passe actuellement, mais là c'est pareil. Là c'est à petite échelle parce que nous sommes un individu. Je parle d'un individu. Mais là c'est pareil. Tout ce qui se passe actuellement, j'appelle ça une révolution spirituelle. Je veux dire, il faut tout casser là. Oui, il y a deux types de gens qui se manifestent. On voit bien la différence. Il y a ceux qui disent du moment que les autorités me disent qu'il faut faire ci ou ça, c'est qu'ils ont raison puisqu'ils symbolisent mes parents. C'est ça. Et il y a les autres pour qui disent je n'ai pas besoin de symbole de mes parents, je sais parfaitement dans quelle direction je vais et j'y vais. Oui. Et même si on ne sait pas trop, on a cette foi en soi, on a cette énergie qui fait je sais où je vais. Mais ça je sais ce que c'est. Mais comme tu dis, les parents. Et c'est pour ça que quand on leur dit faites ceci, faites cela, ils obéissent. On obéit aux parents. On n'a pas changé. C'est toujours des enfants. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça c'est magnifique, on va dire. Hein, parce que quels que soient les étages, c'est toujours à la base, on obéit aux parents. Oui. Et la désobéissance. Qu'est-ce qu'on fait pour devenir adulte? On fait une désobéissance spirituelle. J'appelle ça. Est-ce qu'on peut le faire sans avoir conscience et sans avoir une autre sécurité à la place de l'ancienne? Je dirais, moi je l'ai faite. Est-ce que j'avais une sécurité? Je dirais non. Mais j'aime bien sauter dans le vide. Alors, je saute dans le vide parce que c'est comme si une fois quand j'avais fait du saut en parachute, il y avait un gros élastique. Bon, puis c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Puis un jour, quand ça s'est fait, parce qu'au début c'était vraiment un petit peu n'importe quoi, les sauts en élastique, je te dis ça en 80 des poussières. Oh, ça rajeunit pas tout ça. Et qui fait que, et un jour j'ai appris qu'en fin de compte il y avait des structures. Et oh là là, je ne vivais que pour ce saut en parachute. Et en fin de compte, quel bonheur. C'est comme si quand tu sautes, cette impression que j'ai eue, attention, c'est la mienne, hein, j'étais délestée de tout le poids. Mon corps était en paix, parce que j'avais sauté. Et chaque fois que, il y a un interdit, c'est pas grave, j'y vais. Là, on se sent bien. Évidemment, des interdits spirituels. Et là, tu les rentres à l'intérieur, tu les vois à l'intérieur. Si tes parents te disent, non, tu feras ça, sinon tu n'auras pas ça, je le fais quand même. Et je l'aurai pas. C'est pas grave, je l'ai fait. Oui, mais j'ai commencé. Si tu oses, c'est que tu as une foi quand même derrière qui est une autre sécurité. C'est ça. Une sécurité supplémentaire, une sécurité transcendante. Oui, c'est ça. En quoi tu fais confiance? Donc c'est pas vraiment un saut dans le vide. Disons que c'est un ressenti, on va dire. Comment dire? Comme je t'ai dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas égaux. Je vois on a notre système planétaire. Nous avons notre système planétaire, je rentre là-dedans, notre système planétaire, et chacun a son système planétaire. Chacun a sa Terre, chacun a son Uranus, chacun a son... Tout le monde a ça. Sauf que quand tu vois au niveau des incarnations,
tu rends compte, parce que je regarde toujours un petit peu au niveau des âmes comment elles sont. Alors il y en a qui ont peur de se lancer dans leur monde et de créer leur monde. Alors tu vois, bon, c'est une image, hein, tu vois que Mars n'est pas active. Ah, il n'est pas assez combattant le mec. Et c'est vrai qu'il n'est pas combattant. Par contre, pourquoi il n'est pas combattant? Eh bien, il s'est rapproché de l'univers de maman. Donc il est collé à l'univers de maman. Et l'univers de maman, l'univers de maman est plus important que le sien. Tu vois? C'est comme si il n'osait pas être son propre individu, mais il doit créer son propre monde. Alors, je vais en arrière, je dis pourquoi c'est comme ça? Eh bien, elle, maman, elle avait son Mars qui était active, la fréquence Mars active quand elle est née, donc une femme plutôt combattante, mais le fils n'a pas activé son Mars. Alors, il a une femme, on va dire, hein, c'est schématique, hein, qui a son Mars actif, et l'enfant doit s'imprégner de ce combat intérieur de maman, de cette force qu'elle a. Sauf qu'en fin de compte, au lieu d'activer sa planète Mars, eh ben, il va se coller vers maman parce que maman, elle est forte. Alors que son rôle était d'activer sa planète. Et ce qui fait que quand tu vas dans l'univers, nous avons plus ou moins des planètes qui sont, on va dire, actives. Alors moi, peut-être que j'ai une planète qui est active et qui est pour le changement, pour la nouveauté, et puis on y va. C'est possible, hein. Et ce qui fait que, eh ben, j'ai pas peur. En même temps, si tu as un peu une certaine appréhension, mais tu te sens soutenu par ton monde, ton système planétaire, qui lui, quand tu peux le visiter, eh ben, tu sens qu'il est là. Tu peux tu peux t'asseoir sur ta planète Uranus. Parce qu'elle est active. Tu peux compter sur elle. Parce qu'elle est là. Tu utilises l'astrologie dans tes... Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est parce que... Non. C'est parce que parfois, je le vois. Et en fin de compte, le principe directeur, c'est pas les planètes qui nous influencent. C'est nous qui influençons les planètes. Si je veux être plus combattante, je vais visiter Mars. Mon Mars dans mon système planétaire. Et je vois que Mars n'est pas active. Et je vais chercher dans mon Mars à l'intérieur pour savoir pourquoi il n'est pas actif. Qu'est-ce qui fait quel est le programme, l'idée qui fait que je crois que je ne suis pas combattante. Je suis pas combattante. Alors parfois, ça peut être que les parents étaient un peu plus, quand ils étaient combattants, ils étaient violents. Alors voilà, je ne vais pas être combattante, parce que si je suis combattante, je vais être comme papa, maman. Alors, il faut voir tout ça, il faut détricoter tout ça. Et quand tu c'est comme si encore plus grand, comme si tu prenais ta grande chaîne d'ADN, tu la déploies, tu la fais en 3D, et tu regardes dans cette structure ADN qui fait que Mars, il n'est pas actif, et qu'est-ce qui fait que donc tu vas avoir appris une relation, c'est comme ça que ça se passe, hein, qui fait qu'il y a un blocage parce que j'ai pas envie d'être violent comme papa et maman. Ah, intéressant. Et là, nous changeons la programmation, donc la fréquence de cette information. Bon, ça nous amène loin là, hein. De l'enfance. Oui, qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil pour être adulte? Pour devenir adulte? Pour devenir adulte, eh ben déjà. Individuel, évidemment, mais d'une façon générale, d'une façon assez universelle. Assez universelle, déjà excuse-moi, en tout cas, être adulte, c'est être souverain. Oui, c'est ça. C'est essentiellement ça. Mais... Alors, il y a un truc comme ça. Au tout début, il faut avoir des réflexions. Cette réflexion, c'est quoi? C'est quand on me demande quelque chose, ou quand on demande quelque chose à la personne, est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que c'est pour notre bien-être? Est-ce que c'est agréable? Oui, non, déjà, oui, non. Moi, c'est pas agréable. Je vois pourquoi que la personne qui va me dire quelque chose, je le sens pas bien. Alors peut-être que j'ai un programme de l'enfance qui est là. Alors je vais m'analyser, je vais me retourner à l'intérieur. Et je ne vais pas faire un truc à l'extérieur, je suis obligé de rentrer à l'intérieur. Pour moi, le travail qui se fait doit se faire à l'intérieur pour qu'il puisse s'exprimer à l'extérieur. Il faut aller visiter notre monde. Si tu ne visites pas ton monde ne sera pas créé. Dans ce cas-là, tu vas créer ton autre monde. Tu es obligé de commencer à t'intérioriser. Voilà. Si j'avais un conseil à dire comme ça, je dirais que la personne doit s'intérioriser. Parfois, quand je fais des soins, des séances aux personnes, déjà parfois il y a souvent du vidage du subconscient, des rêves qui sont on vide des poubelles, et souvent je dis soyez attentifs à vos pensées. C'est comme tu dis, on prend recul, observe-toi. Donc tu vas commencer à vivre, et au lieu d'être un robot qui dit oui, qui dit non, qui lève la main quand il faut lever la main et qui répond par des automatismes,
on arrête le côté automatisme, on se dit mais pourquoi j'ai répondu ça? Et là on commence à s'intérioriser, à se questionner, à s'observer. Et là je dis mais j'ai plus envie d'être comme ça. Et là la personne commence à changer, il a commencé à se remettre dans son propre axe. Parce que c'est elle qui dit ben ça je veux plus. Mais parfois on voit plus, on a des œillères, on voit plus tout ça. On est robotisé, on a un automatisme qui fait qu'on fait ça parce que c'est comme ça. Et c'est là que si on veut vraiment être adulte et être souverain dans notre monde, alors observons-nous et regardons ce qu'on fait. Est-ce que c'est ce qu'on désire obtenir, ce qu'on désire penser de nous? Sûrement non. Quand on se casse psychologiquement, on n'a pas envie de se casser, c'est aussi de la maltraitance, mais là on se la fait soi-même. Et c'est là qu'on est en train de s'observer. Et quand on s'observe, et là on commence à changer. On se dit, ben, ça je veux plus. Et petit à petit, l'être humain va commencer à se construire en tant qu'adulte, en tant qu'humain, je dirais même, tu vois. Plus qu'en tant qu'adulte, en tant qu'humain. Voilà, si j'ai un conseil à donner, ça serait plutôt ça, moi. En tant qu'être plus qu'en tant qu'ego, puisque l'ego, il a besoin, il a envie d'être dépendant. Oui, je comprends. Et en tant qu'être. En tant qu'être, parce que c'est cet être-là qui va visiter après son monde, son système planétaire. Et c'est beau, hein. Voilà. Il va visiter son système planétaire. Et là, il va commencer à allumer une bougie à son système planétaire. Il va aimer sa planète. Il va aimer Mars. Il va aimer les étoiles. Il va aimer ce vide interstellaire. Il va aimer son propre système planétaire. Et voilà sa belle création. Il sera fier de sa création. Alors, c'est pas une question d'ego, c'est qu'il y a une harmonie qui est là, qui est belle, et ce qui fait que là, il va pouvoir grandir et même. Tu sais, un peu comme les gens, quand ils sont heureux, tu dis, ouais, mais ils sont heureux, on dirait que leur bonheur, ils irradient la pièce. Ben là, c'est pareil. Ils vont irradier leur bien-être. Alors, il y en a qui vont réussir. On va aimer les gens qui réussissent dans la vie. Je dis, comment il fait? Mais tu vas à côté de lui, tu dis, je me sens porté. Et non, parce que ça irradie. Alors, tu as tendance à dire, avec lui, quand il y a une peps, c'est quelque chose qui se passe. Et c'est parce que ça irradie. Il n'y a pas de frontières. Je veux dire, c'est comme si elle avait 100 000 litres d'énergie, bah, et quelques gouttes qui vont à droite et à gauche, tu n'as qu'à en prendre. Moi, j'en ai déjà trop dans certains domaines. Tu vois? Et là, tous les jours après, tu as quelques petites gouttes sur toi qui va te donner envie, la force de dire, et après tu vas rentrer chez toi et tu vas commencer, tu vas être content de toi et tu vas commencer à créer des étages de ton être. Voilà. Et là, nous avons des êtres humains sur Terre. Incarnés. Est-ce que... J'ai schématisé, hein, oui. Tu penses que il n'y a pas d'autres éléments pour terminer par rapport à tout ça, par rapport à cette souveraineté aujourd'hui, peut-être que je te dirai demain autre chose. Aujourd'hui, je te dirai ça. Sans réfléchir, hein, je te dirai ça aujourd'hui. Demain, je peux te dire autrement, parce qu'il va venir une pensée, parce qu'il se passe tellement de choses actuellement, Franck, que il faut suivre le mouvement. En tout cas, une chose est certaine, il faut détruire cet ancien monde qui est en nous. Il faut détruire ces bases. Allez, pourquoi détruire? Parce qu'il y a des bases qui ne sont pas bonnes, parce qu'il y a des bases qui ont été fraudulées, il y a des bases qui ne sont pas les nôtres. Alors, moi, j'aurais tendance à, allez, je casse tout et je crée ma maison. Comme je l'entends moi. Ou bien, je fais, non, sans caser, je dis, allez, j'efface tout. On efface tout, mais il faut casser, dire quand je dis il faut détruire. Allez, j'efface tout. J'ai ma terre qui est neutre, qui n'a jamais été travaillée, un peu comme la permaculture, la terre n'est pas travaillée, etc. Mais là, ma terre n'est pas travaillée et je vais créer mon propre monde sur mes bases. Et là, je vais créer ma maison. Tu ne penses pas qu'on peut avoir de la gratitude par rapport à cet ancien monde à partir duquel on peut se construire? Ah ben si, je le remercie d'exister. Je le remercie d'avoir existé. Parce que c'est grâce à ça que je peux dire qu'il y a une faille dans mon monde. C'est comme ça que je peux dire, mais je ne suis pas si libre que ça. C'est grâce à lui pour dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un bug dans la matrice. Et c'est grâce à ça que je veux dire, alors, moi, je veux créer pas ce monde-là, mais un autre. Alors, je vais le remercier. Je dis, maintenant, je fais à la tâche. Et maintenant, je vais travailler. J'ai une certaine énergie, quoi, je veux dire, pour ça. Oui. Voilà.
Le docteur Bernard Quentin prenait souvent une image, je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. Non. C'était un évêque québécois qui travaillait avec les Indiens du nord du Canada et qui était le secrétaire de Joseph Murphy, le docteur bien connu. Ouais. C'est lui qui faisait ses courriers. Il est décédé en 2015. Enfin, Joseph Murphy est décédé en 71, mais Bernard Quentin il est décédé en 2015. Et il prenait souvent un exemple, il parlait de ça en racontant l'histoire d'un Indien qui sculptait des petits ours à partir d'un morceau de bois. Et il faisait des ours extrêmement réalistes et magnifiques. On avait l'impression qu'ils étaient vivants. Et puis il y a un touriste par là qui passe et qui regarde ces ours pour en acheter un et tout. Et lui demande, mais comment vous faites pour réaliser à partir d'un morceau de bois un ours qui a l'air aussi vivant, qui a l'air aussi présent, qui a une telle personnalité? Et l'Indien répondait, bah, c'est très simple. Je prends un morceau de bois et j'enlève tout ce qui n'est pas l'ours. Ah, c'est beau. Et c'est un peu ce qu'on fait, nous, pour trouver notre souveraineté. C'est ça. Grâce à nos parents, grâce à nos éducations, grâce à tout ça. Complètement. On enlève petit à petit tout ce qui n'est pas l'ours. C'est ça. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau parce que après, quand on est de cette matrice, nous, alors c'est plus cette humanité qu'on voit. C'est une belle humanité. On voit plus des êtres humains qui baissent la tête. On voit des êtres humains qui ont le regard altier. Et ce qui fait que ou le port altier. Et c'est ça qui est beau parce que et là il y a chaque monde est respecté. Tu sais, c'est un peu comme je te disais que si tu as un petit bout de terrain, ben ton bout de terrain c'est chez toi là. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Tu peux créer ton monde dans ton petit bout de terrain. Tes ambiances, t'es chez toi. Et autour, ben, c'est pas chez toi, t'en fous. Voilà, t'es chez toi. Et c'est comme ça que je le vis, quoi. Si j'ai 2000 mètres carrés, ben, je suis chez moi dans 2000 carrés et je t'en fais peut-être une forêt vierge, mes moutons, mes canards, mes poules, enfin, bref, ma petite ménagerie, puisque j'aime beaucoup. Et après, si j'ai beaucoup plus, eh ben, je vais avoir beaucoup plus. Donc je vais encore te créer des forêts, des ceci, des cela. Parce que c'est ton monde. Respecter son monde. Créer son monde. Ouais. Ah, mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique parce que on peut le faire. Il faut créer son monde, mais c'est vrai qu'il faut enlever un petit peu ce qui n'est pas nous. Ah oui. Être adulte, c'est être créateur. C'est ça, complètement. Rester enfant, c'est être victime toute sa vie. C'est ça. Donc il faut enlever les enfants intérieurs, il faut les sauver, il faut leur penser les plaies, il faut les reconnaître parce que c'est des bouts de nous en fait, hein, des bouts de nous qui ont mis de côté des frustrations, des douleurs, voilà. Et ce qui fait que quand on les récupère, eh ben dans le corps, il y a des bouts de nous qui viennent ici, de partout. Et en fin de compte, on est incomplet. Et là, ça vient, mais c'est plus de la souffrance qui vient parce que ça crée des tests, c'est de la joie. Alors je dis, oh mais en fin de compte, je peux me donner à moi-même du plaisir. Ben voilà. C'était le bout qui t'empêchait de te donner du plaisir. Il est là. Sauf qu'il a été mis de côté parce qu'on n'avait plus le droit quand on était petit. Mais si tu le libères toi, si tu as la chance et la volonté de dire, allez, maintenant j'y vais, parce qu'il faut une volonté, vous dire, allez, j'y vais quand même, et ben tu vas le récupérer, tu vas lui enlever les plaies, tu vas le rendre, on va dire, comme un enfant, et hop, tu remets ton petit bout là. Et ton petit bout, tu dis, maintenant, j'y vais. C'est ça là. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Laetitia. Ben, avec plaisir, Franck. On peut voir l'adresse à laquelle on peut te contacter éventuellement, si tu veux aider des gens à éliminer ce qui n'est pas l'ours. Oui, c'est très beau ça. J'aime beaucoup ça. Ça me plaît beaucoup, toi, l'histoire de ce petit ours. En tout cas, moi, je crois que je la mettrai. Merci bien à toi et puis à bientôt, Franck. À bientôt, je t'embrasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors bonjour, je m'appelle Laetitia Biretti, je suis thérapeute. Je travaille essentiellement la partie psychique de l'être ou l'intérieur de l'être dans ses différentes dimensions, que ce soit le plan mental, le plan astral et le plan éthérique.
je fais des lectures d'âme. Dans la lecture d'âme, c'est souvent quand le problème persiste chez la personne, elle veut savoir pourquoi elle a ce problème-là. Donc là, je rentre vraiment dans l'âme et je communique avec elle et je lui demande à l'âme pourquoi elle a tel ou tel souci. Donc elle essaye de me montrer, en tout cas l'âme s'exprime beaucoup avec des visualisations, donc elle va me montrer qu'elle fait ceci, qu'elle fait cela, qu'elle a du mal, qu'elle se sent enfermée, qu'elle a des menottes, elle a des problèmes au niveau de son environnement, de son paysage psychologique. Et ce qui fait que dans la lecture, je travaille à ce niveau-là et j'explique à la personne qui me contacte pour une lecture les raisons pour lesquelles elle a tel ou tel problème. Ça, c'est l'âme qui voit ça. Donc ça, c'est un dossier que j'envoie à la personne et ensuite, les 3 quarts du temps, quand on me demande une lecture d'âme, après, je fais une séance énergétique où là encore, je contacte l'âme et le subconscient et les différentes couches du subconscient. Voilà. C'est quoi les différentes couches du subconscient? Ça, c'est ma principale activité. Je visite l'intériorité de l'être pour expliquer les liens qui l'unissent au comportement et au vécu de l'être intérieur, donc de l'être extérieur, pardon, sa personnalité. Et un exemple que je peux vous donner, c'est que quand une personne me contacte pour une séance, donc je vais contacter le plan mental ou le corps mental, le corps astral, le corps éthérique. Le corps mental, donc je lui demande, je le convoque tout simplement. Et lui va me montrer parfois un très bel appartement, des belles maisons, des pièces magnifiques. Alors, sachant parfois qu'il y a 2 ou 3 pièces qu'il n'a pas du tout visitées, dans son subconscient, quelque chose qu'il a mis en arrière-plan. Et après, je lui demande de me présenter le corps astral. Parfois, il ne veut pas. Pourquoi? Parce que le corps astral a été maltraité, il a été mis de côté. Alors c'est toutes nos émotions quand on était enfant même, c'est souvent l'aspect du corps astral et souvent une femme qui est dans son coin ou un enfant qui ne s'est pas développé et qui a parfois une robe déchirée, des genoux un petit peu avec qui a été abîmés, une petite fille ou un petit garçon qui n'a pas été aimé ou eu l'attention qu'il désirait. Donc ça, c'est un travail important parce que dans ces cas-là, il faut aller voir pourquoi le corps astral est dans cet état. Alors, nous descendons dans les différentes couches de l'être. Alors, quand nous descendons dans les différentes couches de l'être, c'est comme si je descendais directement dans la terre. Et notre terre, c'est le corps. Donc, je visite l'intérieur de la terre, je visite l'intérieur de l'être pour aller chercher au fond ce qu'il a mis de côté, ce qu'il a caché. Alors, caché, c'est quoi? Eh ben, c'est comme si on mettait une poussière en dessous un tapis, on ne veut plus savoir. Ou bien, on oublie et on met dans le subconscient. Et ce qui fait qu'après l'adulte va agir, va s'exprimer avec une douleur, une maltraitance à l'intérieur. Et c'est elle qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher pour la libérer. Alors on enferme souvent la joie, la douceur, l'innocence, la spontanéité, tout ce que l'être a besoin. Et bien ça par contre on met de côté parce qu'il est habitué à se taire. Voilà. Donc ça c'est une partie pour les êtres humains. Et là aussi je travaille aussi, je fais aussi des contacts avec les dévas. Les dévas c'est quoi? Ben, c'est des soins avec les animaux, parce que les animaux sont liés avec leurs dévas. Nous on a notre soi. Et c'est des animaux qui sont eux aussi en voie de changement, comme nous actuellement, et eux aussi subissent les changements énergétiques et souvent subissent aussi nos problèmes à nous. Les animaux ont tendance à les prendre sur eux, ce qui fait qu'on travaille sur les animaux. Et parfois, c'est effectivement un problème de stress. Ça peut être un problème aussi physique, si on peut le traiter. Et s'il est pris juste à temps, quoi. Et après, c'est aussi parfois des accompagnements pour les animaux. Mais c'est vrai que les animaux sont souvent pris en charge par leur déva quand ils quittent leur monde. Voilà. Donc voilà, je crois que je vous ai expliqué un petit peu ma façon de travailler. J'espère qu'elle était assez claire pour vous. Pour moi, ça va, je connais bien, quoi. Hein. Et j'espère avoir le plaisir de vous revoir sur cette web TV. Voilà, merci bien et bonne soirée ou bonne journée. Au revoir.